Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée Si on parlait sport. Ce talk est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive du département. Pendant 1 heure, il y aura des coups de gueule, des analyses, des débats et des duels pour faire vivre cette émission. 4 chroniqueurs sont en plateau. Ils sont coupables d'être les 4 plus grands spécialistes du sport yvelinois en activité. Leur présentation en musique. On commence à ma droite. Je vais vous dresser sa fiche d'identité. C'est un pistard de niveau international. Il a été vice-champion du monde en cyclisme sur piste Masters. Il est également champion d'Europe. Il est adepte des sports extrêmes et notamment de roller. Le capitaine Yann Dujarrier est avec nous pour cette émission. Bonjour Yann. Bonsoir Mickaël. Alors comment allez-vous? Très bien, très bien pour cette émission. Ouais. Alors on va parler boxe, handball, football. Bon, il y aura un peu de tout. Ça vous convient? J'aime le sport de toute façon, donc on est là pour parler de sport. Vous avez des choses à dire? Oui, toujours un petit peu. On passe à notre deuxième chroniqueur. C'est un cavalier international venu tout droit de plaisir et n'hésite pas à chercher le duel au galop quand il le faut. On le surnomme sur ce plateau le Zorro yvelinois. Raoul Cotret-Dautré est avec nous pendant 1 heure. Bonjour Raoul. Bonjour Mickaël. Ça fait plaisir de vous revoir sur cette émission. Vous n'étiez pas là la dernière fois? Non, malheureusement, j'ai des empêchements parfois. Je suis toujours aussi heureux de revenir à chaque fois. Alors, pas d'équitation aujourd'hui? Non, mais de la boxe. Mais de la boxe, du coup, vu que vous des êtes beaux adepte événements de boxe. Dans le Noblard, donc voilà. quoi dire. Vous le pratiquez en loisir? Ouais, en compétition aussi. En compétition aussi. On repasse à ma droite, musique. C'est l'une des meilleures coachs en Ile-de-France de pole dance. Elle est coupable d'être à la fois ravissante et d'être une brillante chroniqueuse dans les débats sportifs. Notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, nous fait l'honneur de venir une nouvelle fois sur cette émission. Vous allez bien, Hélène? Très bien. Très bien. Ravi de revenir encore. Voilà, vous êtes devenue un petit peu titulaire dans cette émission. Oui, voilà. J'ai eu une petite promotion, j'aime bien. Voilà, maintenant vous êtes disponible à toutes les émissions. Voilà. On termine par le meilleur d'entre nous, musique. On ne le présente plus, il est coupable d'être l'un des plus grands présidents sportifs que les Yvelines aient connus, à la manière d'un Zidane. Partout où il passe, il engrange les succès. Le président de l'Étoile sportive de Trappes, Mustapha Larbaoui, est avec nous pour cette émission. Bonjour. Bonsoir. Bonjour Mustapha. Bonsoir à vous, téléspectateurs. Je pense que je vais partir d'ailleurs maintenant. Vous allez partir? Ouais, parce que c'est le meilleur moment de l'émission. Donc je vous laisse parce que franchement, c'est ce que je préfère dans l'émission. Alors, au revoir. Alors dans cette émission, on parlera quand même de vous, ne quittez pas le plateau, Mustapha. On parlera notamment du coup de vous. Voilà. On n'en dit pas plus pour les téléspectateurs pour l'instant. Voilà, on prendra peut-être 1 heure. Pas avance, merci. Bon, une quinzaine de minutes à peu près. Ne zappez pas. Ne zappez pas. 3e thème. Alors, avant de vous présenter les thèmes de l'émission, j'aimerais qu'on parle du trophée des entreprises qui s'est déroulé le jeudi 1er juin. Le concept, 540 compétiteurs ont été répartis par équipe de 3 et comme son nom l'indique, la compétition concerne les entreprises. Ces dernières étaient essentiellement issues du département des Yvelines. Comme tous les ans, le trophée s'est déroulé à travers l'île de loisirs. Petite particularité, cette année, les participants se sont élancés du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Au programme, 1,5 km de course à pied, une course d'orientation de 2,5 km, une épreuve de radeau et du VTT. On écoute les participants. C'est la solidarité, on n'est pas tout seul. Si, c'est vraiment de la solidarité. Et par rapport au travail aussi, ça contribue à former des liens. Dans des moments un peu difficiles, peut-être qu'on peut se raccrocher un petit peu, on peut se rapprocher de certaines sociétés et puis faire connaissance, tisser des liens. Et pourquoi pas à l'avenir collaborer, on ne sait pas, ce qui peut passer là des conseils. Ah ben tiens, t'as fait la co-entreprise, moi aussi, etc. Voilà comment ça peut se terminer. Alors, que pensez-vous de cette compétition sportive qui réunit les entreprises, Raoul? Quel est votre avis sur cette compétition? On avait déjà parlé des manifestations sportives qui se multipliaient, y compris dans les Yvelines, pour peu importe les raisons, soit pour des choses caritatives ou... Je pense que c'est très très bien, toutes les occasions de s'illustrer à travers le sport sont très bien, solliciter les gens à se bouger. Figurer à travers le sport, c'est une très bonne chose, c'est une bonne manière de se représenter. Donc voilà, là c'est les entreprises, peut-être qu'une fois c'est pour une œuvre, etc. Donc c'est une bonne chose. Hélène, ça crée forcément des liens de faire une compétition sportive comme ça, en pleine nature? Oui, de toute façon, je pense que dans une entreprise, ça crée forcément du lien. Ça permet aussi de se retrouver d'une autre façon que dans le travail, de peut-être rencontrer d'autres entreprises dans des domaines différents et dans les mêmes domaines. Ça change un peu de la concurrence ou des rapports habituels. Ça crée forcément du lien, Mustapha? Ouais. Alors d'abord, c'est l'essence même du sport, de créer du lien. Donc vous mettez n'importe quelle manifestation sportive en place, c'est par définition la gestion du lien. Après, par définition, c'est du sport, donc c'est tout bénéfique pour la santé publique. Et puis, on parle de sport et d'entreprise.
Donc les deux ont des valeurs également à transmettre. On transmet des valeurs dans le sport qui sont celles qu'on retrouve dans l'entreprise ou qu'on devrait retrouver dans l'entreprise et vice-versa. Donc voilà, donc ça crée du lien, c'est bon pour la santé publique et en même temps, les valeurs sont importantes. Yann, quand on voit les épreuves proposées, il y a notamment du vélo. Est-ce que ça rapproche vraiment les gens de faire du cyclisme en pleine nature et départ au Vélodrome de 50 ans Yvelines. Génial. Vous n'êtes pas fan? Non, pas du tout. S'ils pouvaient faire le départ un petit peu plus loin et puis nous permettre de pouvoir nous entraîner beaucoup plus régulièrement, ça m'irait bien. C'est le Pistard qui parle. C'est le Pistard qui parle, ouais. Après, non, moi je suis fan du sport en entreprise pour une simple et bonne raison, c'est que mine de rien, l'entreprise, c'est le moment dans la journée où on passe le plus de temps. Et c'est vrai que peut-être de pouvoir, si l'entreprise permet et les emplois permettent de pouvoir inclure une phase de sport à l'intérieur de la journée, je pense que derrière il y a une productivité, il y a une ambiance dans le travail qui est complètement différente. Ça réassume le système un peu. Ouais, et ça c'est quelque chose qu'il faut développer et qui, alors malheureusement c'est pas possible dans tous les domaines, mais dès que c'est possible, c'est vrai que je pense que les gens qui ont l'accès ont une véritable chance, et ça il faut pouvoir le mesurer, il faut qu'ils puissent le mesurer, ouais. Raoul, c'était la 10e édition. Vous votez pour une 11e édition. Il faut que ça continue, 13e, bien sûr, cette compétition. Je suis tout à fait favorable. Avec un bémol. Ouais, on parle pas du Vélodrome. On parle pas du Vélodrome. J'espère que le Vélodrome vous entend, Yann. Au regard du nombre de participants, j'ai cru à un moment donné 540 participants. J'ai cru à un moment donné que c'était un mode de sélection des futurs candidats aux élections législatives pour remplir l'Assemblée nationale et probablement ressortir des candidats. Ça peut être aussi un moyen. On leur posera la question. Pourquoi pas? Alors on va passer maintenant au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison des handballeuses de Montigny-le-Bretonneux. Nous reviendrons également sur le départ de Mustapha Larbaoui du club de football de Trappes. Mustapha, on en reparle un petit peu plus tard. Mais avant de développer ces thèmes, coup de projecteur sur la première victoire de Tony Yoka chez les professionnels. Tout le monde l'attendait au tournoi. Il a réussi ses débuts pour sa grande première chez les professionnels. Le champion olympique français Tony Yoka, terrassé par KO au deuxième round l'américain Travis Clark, pourtant invaincu jusqu'à présent au Palais des Sports à Paris. Lucide l'Yvelinois originaire de Chanteloup-les-Vignes ne s'est pas enflammé après son combat au Palais des Sports. Donc on l'écoute, il était au micro de nos confrères de LCI. Il y a eu un premier round d'observation. J'ai regardé comment il boxait, comment il voulait la jouer avec moi. Il avait balancé des coups un peu à la Gaudi, ce qu'on appelle des lucky punch. J'avais pas envie de me faire surprendre, d'aller au courir. Donc voilà, j'ai pris mon temps et au final, ça s'est bien passé. La question sur ce thème, Tony Yoka est-il déjà un grand boxeur à 25 ans? Il est champion olympique, il remporte facilement son premier combat professionnel. Est-ce que c'est déjà un grand boxeur? Vous votez oui ou non? Il est grand déjà. 2,02 m, il est grand. Vous êtes partagé, Yann? Ouais, complètement partagé. On fait un petit duel avec Mustapha, allez, pour vos retrouvailles. Mustapha, vous commencez. On est d'accord? Non, il est indécis. Oui, mais non. Mustapha. Mustapha, le petit duel. Est-ce que c'est déjà un grand boxeur? Oui, moi je le disais, il fait plus de 2 mètres. Hein. Il fait 2 mètres et 109 kilos. Il est grand par la taille. Je pense qu'il en impose déjà. Il a un style absolument qui lui est propre. Et par définition, il est déjà dans la qualité des grands champions. Je serais curieux de savoir ce que va donner l'enfant, puisqu'on en parle aussi. Je crois que madame est également championne de boxe. On en parlera un petit peu plus tard. On en parlera plus tard. On la voit justement. On en parlera plus tard. On va en parler maintenant. Mais voilà, il s'inscrit déjà dans la méthode, dans le style, dans la façon dont il se présente. Il a son tempérament. Alors bien évidemment, c'est à vérifier, c'est à consolider, comme on dit, mais je trouve qu'il a déjà les qualités, en tous les cas, de ce qu'on attendrait d'un grand champion. Yann? Alors oui. C'est bon. Non, oui, parce que il est champion olympique, il avait vraiment préparé son affaire et en effet, il a vraiment dominé son domaine. Donc, il fait partie des grands boxeurs puisque en plus, il boxe dans la catégorie RN. Maintenant, est-il la question, vous pouvez me la répéter? Voilà. Est-ce qu'on peut débattre un grand boxeur? Déjà un grand boxeur, débattre en connaissant les questions? Parce que c'est ma dernière. Au vu du combat et de l'adversaire qui lui a été présenté lors de ce premier combat, je doute. À part dans l'aspect phase de préparation du combat. C'était trop simple selon vous?
J'ai l'impression que je suis plus affûté que lui aujourd'hui que l'adversaire qu'il a eu, qu'il a pu avoir, quoi. Chiche. Non, j'irai pas le combattre, mais voilà, moi, j'ai pas l'impression que cet adversaire était prêt à venir défendre, ou à venir se battre contre un challenger. Voilà, c'est juste le contenu qui fait que je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant, il a pris en expérience, c'est-à-dire dans la phase de préparation d'un championnat, il a appris de pas de ce championnat, mais de ce combat chez les professionnels. Il a appris un petit peu, et il faut y aller étape par étape. Et c'était son premier combat. C'était son premier combat. Mais voilà, bien sûr. Donc il a appris dans toute cette démarche. Aujourd'hui, ce que j'apprécie, c'est son objectif est à 4 ans. Donc ça lui laisse quand même le temps justement de s'aguerrir. Et le prochain combat a lieu au mois d'octobre. Je pense qu'il aurait même pu y avoir lieu dans 15 jours. Mais pour valider quand même ce que je disais, là, il l'a mis KO au deuxième round. À la limite, ça aurait été laborieux. Comme il disait, il y a eu un round d'observation et le deuxième, il a porté les stockades. Donc c'est en ça où je dis qu'à un moment donné, ça aurait été laborieux. On aurait pu imaginer. Si ce n'est que pour la longe, c'était pas tout à fait la même. Je pense qu'il y a une grande différence. Une grande différence au niveau, par définition, de la taille. Mais franchement, il est parti. Puis en plus, il le porte bien. Yoka, c'est ça. Et en verra, ça fait KO. Il l'a mis KO. Bon, on a dû lui faire souvent celle-là, mais je pense qu'il est, en tous les cas, bien parti. Voilà, c'est ce qu'on lui souhaite. De mettre tout le monde KO. Raoul, vous qui êtes le spécialiste boxe sur ce plateau, est-ce que vous êtes d'accord avec Yann ou est-ce que vous êtes d'accord avec Mustapha ? Je pense qu'il a encore des preuves à fournir. Maintenant, il est dans le schéma classique de ceux qui ont une chance de rappeler les dernières années les belles dernières années de boxe française en poids lourd de Mormec, etc. Parce que d'abord physiquement, il fait un peu penser aux poids lourds qui dominent la catégorie maintenant, comme les Anthony Joshua, Wilder, qui sont des poids lourds mais extrêmement secs. Donc c'est ce genre de boxeur qui prédomine. Ensuite, il est champion olympique et c'est ce qui lui a permis de s'américaniser. C'est-à-dire qu'on lui a donné les moyens d'aller s'entraîner aux États-Unis. Ouais, il s'entraîne en Californie maintenant. Et ça paraît maintenant indispensable pour espérer faire partie des meilleurs mondiaux, parce qu'il y a vraiment une école, et surtout chez les poids lourds, une vraie école de la boxe aux États-Unis. Et c'est un passage obligatoire. Il est passé chez les Cubains pour toute sa phase de préparation olympique en amateur. Là, il suit le cursus classique du futur champion du monde. Après, la catégorie, elle est devenue ultra relevée. C'est intelligent de dire qu'il faudra 4 ans parce qu'on pourrait vite se projeter sur 6 mois, 1 an. Là, le combat, il était magnifique. Alors, de toute façon, pour un premier combat professionnel, c'était l'adversaire qui convenait, mais on s'attendait à ce résultat-là aussi. Mais il a montré quand même qu'il avait une boxe, un très bon niveau international en boxe professionnelle. Oui, justement, Yann disait que peut-être l'adversaire était trop facile finalement. Est-ce que ça c'était une belle rencontre, perdre un peu de sa saveur à cette victoire ? Non, mais le problème, c'est que je pense que ce combat, il était trop attendu par rapport à ce qu'il représente. Et c'est pour ça qu'il est resté très froid, Tony Yoka. Nous, on en a fait tout un spectacle parce que c'est Tony Yoka qui est champion olympique et que maintenant toute la France est derrière lui. Mais en fait, pour lui, ce combat-là, c'est un début. C'était pas un combat bankable, quoi. C'est une mise en bouche. Par contre, moi, le personnage, ce qu'il peut dégager, sa façon d'être, il est super humble. Je pense que ce garçon, il gère bien sa communication. C'est ce que je veux dire. Il a tout un grand. Voilà. Et à devenir. Très bien géré. Et ça va être, et j'espère qu'une chose, c'est qu'il puisse réaliser son objectif dans 3, dans 4, dans 5 ans. Lui. Parce que derrière, il va y avoir une vraie ferveur, qui va l'accompagner. Seul bémol, c'est qu'il arrive dans une période où la catégorie n'a jamais été aussi relevée, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'en ce moment, sur les poids lourds, il y a des ovnis. Et est-ce que il est jeune. Il est jeune, mais bon, Anthony Joshua n'est pas forcément plus vieux que lui. Je crois qu'il a 27 ans. Voilà, et donc bon, c'est. Est-ce que ça rendra l'exploit que plus grand. Hélène, le fait d'avoir combattu avec un engouement comme celui-là, d'avoir remporté cette victoire au deuxième round, est-ce qu'il doit miser là-dessus et reproduire la même chose sur le prochain combat, le combat d'après, pour créer une espèce d'émulation autour de lui, de se dire finalement je vais voir Tony Yoka pour 2 rounds, je ne veux pas les louper comme Mike Tyson à l'époque faisait à Las Vegas ou autre? Je pense que chaque combat est très différent. Comme les garçons disent, c'est un premier. Il est challenger, il a envie d'y aller.
on saura vraiment s'il est grand, comme tu dis, et s'il a vraiment des capacités, s'il se maintient et s'il s'entraîne bien, que s'il continue à avoir des victoires, pas forcément KO en 2 rounds comme c'était le cas, mais des beaux combats, voilà. Et ça on le verra que avec d'autres adversaires et sur long terme en fait. Pour avoir un beau champion, il faut aussi un bel adversaire, hein. Un beau match de foot, c'est quand il y a 2 très belles équipes. Ils vont arriver. Les duels Prost-Senna, c'était, enfin voilà, ces champions sont restés dans l'histoire de leur sport. Il faut 2 champions sur mais bien sûr. S'il y a un dominateur, c'est quand même beaucoup plus difficile et il faut marquer d'autant plus les esprits pour pouvoir il faut rester dans l'histoire. Il faut qu'il fasse envie aussi. Pour l'instant, c'est assez impressionnant les Jeux Olympiques, ce que ça représente pour le commun des mortels et ce que ça représente dans la boxe. C'est très, c'est infime quoi. Donc jusqu'à présent, personne ne courait après Tony Yoka. Maintenant, ça va quand même coûter un peu d'argent de monter sur ligne contre lui. Donc ça va, les vrais adversaires vont arriver. Est-ce qu'il faut qu'il dépasse également, Moustapha, le cadre de la boxe? Vous en parliez tout à l'heure. Voilà, il y a un aspect mode, il y a une histoire d'amour avec la boxeuse Estelle Mosley. Ils vont avoir un bébé, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il faut qu'il dépasse aussi ce cadre-là de la boxe, créer une histoire, peut-être une storytelling autour de lui, comme ont pu le faire les grands? Je pense notamment à Mohamed Ali, qui avait refusé de partir combattre, ou Vladimir Klitschko, qui est pareil, a soutenu le conflit en Ukraine. Est-ce qu'il doit dépasser peut-être ce cadre de la boxe pour créer une histoire autour de lui? Si je devais le conseiller, ce serait justement de ne rien raconter du tout et de se maintenir dans son sport et de faire exactement ce qu'il sait faire. Si on commence à faire du marketing dans la boxe, c'est-à-dire je veux être marketé comme le boxeur qui tape toujours au 2e pour qu'on vienne me voir si je tape bien au 2e, si je commence à me marketer comme étant celui qui donne le plus de suspense, c'est-à-dire je meurs à la fin, enfin je tue à la fin, on est dans des histoires qu'on se raconte, c'est pas ça le sport, c'est pas ça la boxe. Donc moi je pense qu'il a tout d'un champion justement parce qu'il a cette humilité à chaque fois de combattre avec l'idée la belle idée qui se fait de son sport et de ses adversaires, aussi bien dans le monde amateur que dans le monde professionnel aujourd'hui. Mais de toute façon... Mais ça peut lui permettre peut-être d'être connu du grand public. On racontera des histoires à sa place. Lui doit rester absolument rivé sur son sport, sur son être, en gros qui reste Tony Yoka, dans le bon sens. Mais on écrira des histoires à sa place. Et tous les grands ont été mythifiés parce que après, ça les dépasse tous. Les grands joueurs de football sont dépassés par le sport. C'est-à-dire qu'on les amène dans d'autres disciplines quand ils sont grands, justement. Donc il a tout d'un grand, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour le reste, ça suivra. Et c'est ça qui va être compliqué à gérer. Ouais, n'oublions jamais qu'il s'attaque quand même à des catégories, à du lourd. Il peut y avoir un accident de parcours, mais j'entends un accident physique, physiologique. Il peut y avoir plein de choses dans sa vie personnelle, vie sentimentale. Le pognon va rentrer en jeu. Donc il y a plein de choses qui font qu'il est en devenir. C'est très compliqué d'être champion dans tous les sports parce qu'il y a tous ces ingrédients à bien... Et pour moi, le seul conseil que j'aurais à lui donner, si je devais lui en donner un, c'est de rester concentré sur son objectif d'être le meilleur, point barre. Le reste, on l'écrira avec lui, probablement même sans lui. Raoul, il peut être au niveau des Mohamed Ali, des grands qui ont marqué la boxe, selon vous? Tony Yoka. La route est très très longue, mais il part avec tous les avantages et pour le faire. Maintenant, ça dépend de lui, ça dépend effectivement. Il faut surtout pas qu'il soit parasité pour l'instant par justement tous ces facteurs que vous mentionniez, parce que c'est tellement dur la boxe, c'est le haut niveau, tellement obligé. Le haut niveau dans tous les sports, bien sûr. Ouais. Donc il a fourni des preuves, mais comment vous dire qu'elles sont encore par rapport aux autres très petites, quoi. Même si je lui enlève rien à tout le potentiel qu'il a en ses mains. Aujourd'hui, c'est un potentiel, c'est ce que tu dis. Oui, c'est un potentiel. C'est rien que maintenant, ça. il faut aller chercher les confirmations. Mais il peut le faire. Mais voilà, c'est encourageant. À noter également la bonne performance d'un autre boxeur yvelinois pendant cette soirée à Paris. Ahmed El Moussaoui, le verriérois, s'est imposé contre le russe Roman Seliverstov. Je ne sais pas si je le prononce bien. Au point, il affiche désormais un bilan de 26 victoires, dont 6 par KO pour 3 défaites dans sa carrière. Une réaction, Raoul, sur Ahmed El Moussaoui qui remporte un nouveau combat, finalement. On avait pris un pari la dernière émission où je suis venu en vous disant qu'il y aurait 3 Yvelinois champions de l'Union européenne, je pense, en courant septembre-octobre, et je le maintiens.
Donc, et je pense que parce que je pense qu'Ahmed El Moussaoui sera le Qui a été troisième. formé à la Team Farouja aussi. Justement, à Elancourt. qui croisait les gants avec Marvin quand ils étaient même pas adolescents. Et donc voilà, encore une belle performance là. Après, c'est vrai, on voit les statistiques de Silvestov, c'était pas non plus une montagne, mais voilà, je pense que c'est une victoire de plus. Et je pense qu'il est vraiment, c'est le plus gros challenger pour le titre UBU, et je suis sûr qu'il va remporter la ceinture. On lui souhaite en tout cas bon courage. On continue courage, cette page résultats par du handball féminin. La saison de National 2 s'est terminée le samedi 3 juin pour Montigny-Bretonneux. Les Illy-Montaigne ont clôturé leur année par une défaite contre Noisy-le-Grand à domicile. Le score 30-26. Au classement, les Yvelinoises, aux portes du podium avant la rencontre, terminent finalement à la 5e place du classement. L'objectif fixé en début de saison, on écoute les réactions. Les filles se sont retrouvées, ont eu, j'allais dire, un esprit de groupe, que ce soit sur le terrain, voire même en dehors du terrain. Et ça a payé, quoi. Je suis vraiment très fier d'elles. Et on a retrouvé, j'allais dire, une âme et une équipe à Montigny. C'était une très, très, très belle saison. Qui a commencé difficilement. Ça a été compliqué de reconstruire le groupe, de repartir avec un nouvel entraîneur, le temps de prendre tout le monde les bases, c'était pas facile. On a eu un petit passage à vide au début et on a su se remobiliser pour finir en beauté. On a tout explosé à la fin de saison. Les Yvelinoises qui descendaient de National 1 avaient surtout très mal débuté leur saison. Elles ont perdu 5 matchs sur 7 jusqu'en novembre. Elles se sont ensuite reprises pour enchaîner en fin de saison 6 victoires consécutives. La question sur ce thème, ont-elles réussi leur saison? Oui ou non? Oui pour Mustapha. Oui pour tout le monde. Allez, Mustapha, je vous ai vu prendre tout de suite la raquette. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on en avait parlé déjà lors d'une émission autour de cette table, au moment où justement elles avaient beaucoup de défaites en début de championnat, et on a fait référence à la descente de l'an dernier. Et on disait à cette table que ce qui était important, c'était la manière dont vous allez reprendre en main cette équipe. Et donc, coup de chapeau aux dirigeants en général, à toute cette équipe qui a su se retransformer. Et maintenant, ils sont vraiment sur une dynamique de fin de championnat qui laisse présager, à mon avis, une belle saison pour l'année prochaine. Et quand on reconstruit, c'est souvent beaucoup plus compliqué. Je crois même qu'ici, on avait dit qu'ils étaient descendus de National 1 à National 2, mais il était envisageable de continuer de descendre. Souvent, c'est un peu l'image, vous savez, l'arbre qui s'effondre, ça fait beaucoup plus de bruit qu'une pelouse qui pousse. Là, en l'occurrence, c'est... On la gardera dans le best-of de fin de saison. Hein. C'est vrai ? Celle-là. Bon, c'est bon. Ouais, c'est bon, elle est validée, je pense. Et voilà, donc ma crainte était qu'ils continuent à descendre. Ils ont su freiner cette chute, ils ont su rebondir. Et donc, pour moi, c'est extraordinairement bien réussi. Voilà, on aurait pu imaginer qu'elle remontait, mais c'était pas possible cette année. Mais la dynamique est bonne. Hélène, faut-il boire le verre à moitié plein ou à moitié vide? Voilà. Boire. De toute façon, toujours à moitié plein. Elles descendaient, elles étaient en National 1, elles passent en National 2. Il fallait au moins qu'elles se ressaisissent, qu'elles arrivent à performer, à reconstruire quelque chose. Elles l'ont fait brillamment en fin de saison. On les attend l'année prochaine. Juste une question. Elles sont premières dans la deuxième saison? Elles sont en cinquième. Dans la deuxième partie de saison. Elles sont dans le top 2. Si on prend que la deuxième partie, elles sont dans le top 2. Dans le top 2. Voilà. On pourrait imaginer que le championnat soit recommencé et qu'on reprenne les résultats. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets à avoir sur du coup, cette première partie de saison quand on voit la deuxième partie de saison qui est extraordinaire? On peut toujours se dire, finalement, la montée, elle pouvait être accessible cette année. Non, il y a eu la première phase qui était la reconstruction quand on tire le parachute, il faut le digérer. Donc non, c'est pas possible. Par contre, moi là où je suis un petit peu déçu, c'est que elles perdent le dernier match à domicile contre Noisy-le-Grand, qui était aussi une équipe de milieu de tableau. Et c'est dommage de finir sur cette petite note négative. Apparemment, l'arbitre ne les a pas aidés.
C'est ce que m'ont dit les dirigeants. Alors, oui, mais il y avait certainement encore de l'enjeu. 2 points de plus. Elle pouvait terminer quatrième. Voilà, pouvait terminer quatrième. C'est un petit peu. Le PSG a gagné. Maintenant voilà, quand on demande si l'objectif de la saison est réussi ou pas, l'objectif c'était de se maintenir en National 2, qu'elle finisse à la 8-9e place ou à la 5e place, à son résultat est le même. Donc voilà. Résultat complètement atteint. Et deuxième chose, voilà, il faut vraiment se nourrir de cette dynamique de 6-7 matchs consécutifs de remportés sur la deuxième partie de saison pour reconstruire sur la suite. Mais là, sacrifier une saison selon vous? Mais elles n'ont pas sacrifié. Elles n'ont pas sacrifié. Au contraire, elles ont réussi. Elles ont réussi à. Elles ont réussi les objectifs du club. Et puis à rebondir, et à se dire, c'est stop. Alors que elles étaient parties sur une très mauvaise dynamique avec 5 ou 6 victoires, 5 ou 6 défaites dès le début de saison. Donc voilà, là c'est vraiment très bien, et bon courage pour la suite. Maintenant, moi je pense que l'année prochaine, il faut peut-être pas viser la montée, il faut peut-être viser simplement le podium, selon vous. Consolider les fondations pour voir qu'on est encore capable d'aller un poil plus haut dans cette poule, pour assurer une remontée qui sera elle certaine. Parce que si c'est pour rentrer dans une dynamique de yo-yo, c'est vraiment difficile à gérer, quoi. Raoul, vous êtes d'accord avec Yann, il ne faut pas aller trop vite non plus? Non, surtout, effectivement, il y a eu un dernier match qui montre que ça manque encore un petit peu de solidité, même si effectivement on remarque que les restructurations et la nouvelle stratégie a payé, parce que ça a répondu, il y a eu du répondant au niveau des résultats. Quand on voit qu'il y a une défaite à domicile avec un petit club à la fin, peut-être qu'effectivement se mobiliser, enfin se consolider et puis faire une bonne perf dans la catégorie en dessous, quoi. Je pense que c'est plus intelligent. On va maintenant quitter notre page résultats pour passer à notre coup de projecteur. Aujourd'hui, dans notre coup de projecteur, nous allons parler de football et d'un homme qui est sur ce plateau, l'emblématique Mustapha Larbaoui, l'homme qui a passé 14 années à la tête du club de l'Étoile sportive de Trappes, a annoncé le 29 mai dernier. Mustapha, qu'est-ce que vous avez annoncé le 29 mai dernier ? Donc j'annonce que je quitte l'Étoile sportive de Trappes, la présidente de l'Étoile sportive de Trappes. Je ne quitte pas le club parce que je vais rester bien évidemment adhérent et si on veut bien de moi encore président d'honneur. Mais j'arrête mes fonctions de président, on va dire, opérationnel du club de foot de Trappes. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les raisons du coup qui vous ont poussé à partir de ce club où vous étiez depuis 14 ans? Ouais, brièvement. Une part de votre vie. Ouais, en quelques mots, c'est ça. 14 ans, je trouve que c'est beaucoup. C'est à la fois beaucoup de saisons, beaucoup de résultats, beaucoup d'engagement. Et j'ai toujours eu l'idée selon laquelle les gens ne devaient pas s'accrocher à leur poste, voire même se dire qu'on a pu construire pendant un certain temps et qu'on pourrait profiter du temps qui reste pour en récolter les fruits. Moi, je ne sais pas ce que c'est que cette expression. C'est les enfants qui doivent en récolter les fruits, c'est la ville, c'est le club, c'est surtout pas moi, c'est surtout pas le président. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire, il y avait des choses à construire, il y avait des choses à bâtir. C'était assez compliqué au départ, il y a 14 ans. Voilà, il y a de belles choses qui ont été réalisées et il en reste toujours à faire, donc je pense qu'il est temps de passer la main. 56 ans, je suis arrivé, j'en avais 40... Fais le calcul, 42. Merci. Voilà, donc je pense qu'il faut passer la main à quelqu'un à peu près de cet âge-là. Tu connais ton successeur ou pas? Alors, moi, je l'ai choisi, on va dire. Je l'ai choisi parce que c'est quelqu'un qui a travaillé à mes côtés, qui a beaucoup travaillé sur un aspect important pour moi, c'est tout ce qui est notion de prévention par le sport. Donc c'est quand même mon leitmotiv, hein. Ça a été le football, prétexte à l'éducatif, à l'échange de valeurs, voilà, toutes ces notions-là. Donc je l'ai choisi, mais il y aura un vote. Donc c'est une association, c'est plus de 1000 adhérents, donc il y a beaucoup de monde. Ce seront les adhérents du club qui voteront. Moi, j'ai fait le choix de Abdelrazak Guessoum, qui était pendant 2 ans le référent prévention, médiation. On se connaît depuis maintenant une dizaine d'années. Donc j'ai fait ce choix, parce que je sais que ça sera le choix de la continuité, ça sera le choix de quelqu'un qui a apprécié le travail et qui a envie de le défendre.
Maintenant, il y aura un vote, il y aura peut-être aussi d'autres candidats, je ne sais pas. C'est par lettre recommandée qu'on le saura, puisque les statuts prévoient que les candidatures arrivent 15 jours avant le vote, donc ça sera jusqu'à samedi. Mais moi, j'ai fait le choix d'un homme, parce que d'un homme, ça aurait pu être une femme pour le coup, mais d'un homme, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Voilà. Mais c'est 14 ans, c'est 24, 7, 7. En tous les cas, c'est comme ça que je le conçois. Je voulais être au courant de tout, parce que c'est quand même il y a un gros relationnel qui est créé dans un club. Voilà, je disais toujours, le moindre ongle cassé d'un des enfants, j'ai besoin de le savoir, parce que j'ai besoin de savoir l'état de santé des enfants, la prise en charge, les parents. Et donc, voilà. Donc c'est vraiment au quotidien extrêmement prenant. C'est chronophage. Voilà, donc il faut savoir passer la main. Est-ce que vous comprenez ce choix autour de la table? Enfin, moi, je vois qu'une chose à dire. C'est vrai que le seul président qui a fait autant de temps, c'est Pili Mitterrand, quand même. 2 septennats. On est d'accord. Voilà, c'était ma boutade du jour. Je n'ai rien à ajouter sur le sujet. Hélène, est-ce que vous comprenez ce choix, ce départ de Mustapha Larbaoui? Oui, comme il le dit, il y a un moment donné où il faut se retirer. Et on peut pas... Enfin, il a donné quand même 14 ans de sa vie, mais 14 ans de son temps... 14 ans de passion, d'implication, et je pense qu'à un moment donné, on a quand même le droit à des vacances, quoi. Et à avoir, en tout cas, l'US de Trappes d'un autre poste que de celui-là, quoi, d'une autre façon, et de profiter un peu de ce qui a été lancé, de ce qui a été mis en place. Tu vas sûrement plus en profiter. Ses enfants le remercieront. Les enfants du club. Ce qui me plaît, c'est d'être arrivé à la catégorie U6 quand je suis arrivé, 14 ans après, à la catégorie U20, ce qui fait quasiment une génération foot. On parlait de génération Mitterrand, il y a la génération Larbaoui. Mais voilà, et puis surtout, voilà, moi je le dis, mes parents, c'est important. Je me suis rendu compte que je gaspillais pas mal de temps aussi au détriment de ce qui m'est cher aussi, donc mes parents. Et là maintenant, j'ai vraiment fait le choix de me consacrer. Et puis les pharmacies, enfin il y a pas mal de choses encore. Hein. Tu as des enfants qui ont tu as des enfants qui ont commencé en U6 et qui aujourd'hui sont en U20 dans l'équipe 1. D'accord. Okay. Donc quand on parle ici, on en a souvent parlé du rôle du président, du rôle des dirigeants. Tout à l'heure, Yann, tu disais, il faudrait pas qu'ils se précipitent sur la montée, mais qu'il faut consolider. Voilà le rôle d'un président, c'est qu'à un moment donné, le compétiteur, lui, il a envie de monter, et le président a un rôle sur le long terme. Donc on parle du quotidien, qui est prenant, mais il y a aussi cette vision stratégique à long terme qu'il faut maintenir. Justement, la question sur ce thème, tout le monde peut-il être président de club? Est-ce que tout le monde peut être président de club? Vous votez? Oui ou non? Je veux pas. Vous pouvez les influencer, hein, les futurs présidents. Non. Raoul, pourquoi? Non. Pour une raison simple. Je pense qu'il y a un nombre de sacrifices à être prêt à faire. Je pense qu'il faut avoir un mode de vie qui le permet, que c'est pas donné à tout le monde. Je pense. Voilà. Pour moi, il faut des capacités intellectuelles, déjà, première chose. Une pédagogie qui est minimum. Fédérée, moi, j'ai eu une vie avant le métier que je fais aujourd'hui, et mon patron à l'époque me disait Yann, vous êtes chef, c'est vous qui êtes là pour donner les directives. Eux ne sont pas là pour réfléchir, ils sont là pour faire ce que vous leur dites de faire. Donc tout le monde n'est pas équipé pour pouvoir être président d'un club, pour pouvoir être dirigeant d'une société, être chef d'un groupe, être dans une équipe de foot. Il y a logiquement un capitaine. Tous les joueurs ne sont pas faits pour être capitaine. Donc chaque personne a son rôle, et donc président d'un club, et puis après il faut avoir aussi l'envie de l'être. J'ai eu pas des sollicitations, mais des invitations à m'impliquer dans la vie de la Fédération française de cyclisme, et moi aujourd'hui j'en ai pas du tout envie, quoi. Peut-être plus tard, mais aujourd'hui non. Il faut être prêt à s'oublier, même en tant que sportif, il faut s'oublier. Je pense qu'il faut être prêt à raccrocher quand on fait ça, tant qu'on est... C'est trop chronophage, peut-être, Hélène? Oui, mais à la fois pour sa vie personnelle, pour sa vie sportive, comme tu disais, et puis il faut avoir non seulement envie, mais il faut se donner les objectifs et
et tenir la distance sur une assez longue durée aussi, parce qu'on n'essaie pas d'être président pendant 2-3 ans. Je pense que toi, tu as quand même fait 14 ans. T'imagines, tu as pu créer, faire des essais, etc., sur peut-être des décisions, et au final, voir ce qui marchait le mieux. Il faut savoir aussi prendre des décisions qui ne sont pas forcément celles qu'on prendrait pour nous, mais plus pour tout le club, tout un groupe. Il faut être capable de prendre des décisions aussi. Oui. Parce que combien de fois vous voyez des gens qui... Je vais à droite ou je vais à gauche. Et ils sont incapables de dire... Et là, quand vous êtes le président, vous avez beau avoir une assemblée avec qui il faut être capable de trancher parfois. Et de dire... de quoi ? Les gens qui décident pas. Non, chacun fait comme il veut. Non, ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais il y a des... Ouais, être capable de prendre une décision et de l'assumer. Et d'en assumer les conséquences, les actes et le résultat derrière, quoi. D'après la définition, Yann, le président doit veiller au bon fonctionnement sur le plan matériel, financier et moral du club. Vous êtes d'accord ? Bien sûr. C'est sa définition ? Oui, matériel, financier et moral, oui, bien sûr, ça fait partie de certains axes, parce que je pense que Moustapha pourrait nous dire qu'il y en a d'autres. Ouais. Alors, Moustapha. En tous les cas, c'est sur la notion de fonctionnement sur laquelle je pourrais insister. C'est-à-dire que l'idée qu'il doit participer au bon fonctionnement, ça laisse à penser que c'est un truc qui tourne, huilé, avec des engrenages. Donc le fonctionnement, il suffit de mettre un peu d'huile ici, un peu là. En fait, c'est plus que le fonctionnement, c'est la vision quasi philosophique qu'on a de l'objet. Donc l'objet, en l'occurrence, club de foot, mais ça peut être d'autres sports. C'est la vision qu'on a du sport et la vision qu'on a des êtres qui traversent le club et qui traversent ce sport. Pourquoi on le fait en l'occurrence ? Et donc cette vision quasi philosophique et stratégique, c'est ça à mon avis qui est important. Pour le reste, pour le bon fonctionnement, je rappelle quand même que aujourd'hui on parle de moi, c'est juste que c'est quasiment une 50aine d'éducateurs qui ont fait ce club pendant 14 ans, et c'est à eux que je rends hommage. Ça paraît être une politesse que de dire on les remercie. Non, c'est vrai. C'est eux qui ont fait ce quotidien dont on parle, ce fonctionnement dont on parle. Le président, la présidente, doit vraiment avoir à cœur de s'inscrire dans la durée, dans le temps. On disait dans 2-3 ans, etc. Tout le monde est capable d'être président, pour répondre à la question. Tout le monde est capable. Le souci, c'est de savoir, est-ce que ça dure ? Or, ça doit durer. Donc combien de temps et pourquoi faire ? Mais sinon tout le monde peut le faire, il suffit d'être élu, de se présenter. Simplement, pourquoi faire ? Et moi, ce qui me paraît important, c'est cette notion d'objet. On a un objet entre les mains, et cet objet-là, on le prend à un moment T dans un espace, et on doit l'amener par ailleurs avec des objectifs qui ont été établis, et si possible, qu'on va atteindre. Là où je rejoins Moustapha sur les éducateurs, mon fils, à mon grand désarroi, fait du foot depuis 1 an. Et aujourd'hui, moi, le seul référent que j'ai dans le club de foot de mon fils, c'est le responsable de l'école de foot de Palaiseau. Je ne connais pas le président, je ne connais pas d'autres personnes au sein de ce club. Et donc... cet éducateur, c'est lui qui transmet soit les messages que le président a pu lui faire passer, et c'est lui qui dégage l'image du club de Palaiseau à mes yeux. Et aujourd'hui, de ce que je vois, je trouve que c'est très très bien. Et donc en effet, comme tu dis, il y a une vraie responsabilité auprès des éducateurs, et donc le choix de ces éducateurs est aussi important de la part d'un président. Et ce que tu dis tout à l'heure en off, mais pas par rapport à ton poste, mais le fait de savoir déléguer est très très important aussi quand on est un poste à responsabilité. Pour faire simple, c'est un chef d'entreprise, tout simplement. Bien sûr. Chef d'entreprise, sauf que l'objet n'est pas le même, il n'est pas à but financier, il est à but sportif, donc il peut être culturel, mais ça reste un chef d'entreprise, ça reste un chef d'orchestre, ça reste quelqu'un qui porte une parole, une vision, une stratégie, qui met en place, qui fait des choix et qui peut faire des choses. Merci Pascal. Merci. On va devoir refermer cette page, Moustapha. J'aimerais qu'on applaudisse Moustapha pour ses 14 ans à la tête du club de Trappes. Merci. Alors, on va passer maintenant à notre focus du jour, et il concerne les sports extrêmes. À tout juste 18 ans, Luca Di Meglio est l'un des plus grands espoirs français de la trottinette. L'an dernier, il a fini 2e du Monster Scooter Contest en Suisse, l'équivalent des championnats d'Europe de la discipline. Il voyage dans toute l'Europe pour disputer des compétitions. Mais pourquoi s'est-il lancé dans ce sport ? On écoute le prodige au micro de TVFI 78.
Mon voisin, il s'est acheté une trottinette en fait, et en achetant sa trottinette, je me suis dit, j'ai un déclic, je me suis dit, ça a l'air pas mal. J'ai quand même essayé, je me suis dit, mon père il m'a acheté une petite trottinette à un magasin qui s'appelle Cardi. C'était une toute petite trottinette pliante. J'ai commencé à essayer et j'ai commencé à essayer mes premières figures devant chez moi, sur mon tir au point. J'ai bien kiffé. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai atterri dans la trottinette. Yann, une petite réaction sur ce petit prodige de la trottinette ? Réaction, non. J'aimerais juste pouvoir... j'aimerais vraiment le rencontrer, parce que celui qu'il a 18 ans, je pense que c'est un... On peut vous arranger un rendez-vous, si vous voulez. Et discuter avec lui pour savoir quels sont les axes de travail, parce que arriver à ce niveau-là, dans n'importe quelle discipline, il y a de la préparation, il y a de l'entraînement, il y a du travail. Donc j'aimerais savoir quels sont ces axes de travail pour pouvoir progresser. Maintenant, c'est son choix, il s'éclate avec ça, et ben tant mieux. En effet, là, quand on voit les images, ça reste spectaculaire. Tant mieux pour lui, il s'éclate. Rien à ajouter, mais je pense que l'échange peut être intéressant avec ce genre de personnes, et il doit avoir des qualités physiques diverses et variées qui l'auraient peut-être amené à d'autres résultats dans des sports plus connus et plus médiatisés. Ouais, tout à fait. Alors après ses performances, le jeune Luca a attiré le regard des annonceurs et il a plusieurs sponsors, dont une marque de vêtements australienne. On l'écoute. À partir de septembre, normalement, fin d'année, normalement, je vais commencer à être payé par mon sponsor qui est Addict Scootering. C'est une marque de trottinette qui est en faible production en ce moment, on va dire. Ce plateau-là, c'est un prototype qui doit sortir depuis... ça doit faire 4 ans qu'il doit sortir. Et là, on va enfin le sortir et on attend de pouvoir le sortir pour que je puisse avoir ma paye, on va dire, par mon sponsor. La question sur ce thème, peut-il gagner sa vie en faisant de la trottinette ? Oui ou non ? Vous votez. Vous êtes partagé, Mustapha. Je sais pas. Non ? Raoul, pourquoi ? Vous avez vu prendre la raquette tout de suite, sans hésitation. Moi, les sports extrêmes, malheureusement, mon itinéraire sportif a été différent, donc j'en ai pas pratiqué vraiment. Mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup déjà au visu, et je sais vraiment, en tous les cas, apprécier la performance sportive, que ce soit, mais pas que la trottinette, le skateboard aussi, tous ces sports de glisse. Et je suis autant certains sports, j'ai encore du mal à vraiment leur reconnaître leur place dans des grands événements comme les JO ou tout simplement dans le grand média, alors que je trouve que les sports extrêmes et même le surf mériteraient vraiment cette place. Trop compliqué, mais ça l'est. Ils ont les X-Games. Je dirais, ils ont leur propre JO et leur propre visibilité. Maintenant, c'est pas suffisant. Et c'est vrai que les JO, l'étendue, en tous les cas, ne leur permet pas d'en vivre. Et c'est dommage. Donc pour moi, c'est pas possible. Mais c'est dommage que ces sportifs-là, parce qu'en soi, la performance sportive, intrinsèquement, elle est tout aussi impressionnante que celle d'un Messi devant un but de foot ou autre. Le foot prend beaucoup trop d'argent dans le domaine du sport. Non, mais il prend beaucoup trop d'argent dans le domaine du sport. Maintenant, ce que je trouve dommage, je vais avoir perdu mon idée, mais c'est pas grave, ça va revenir. On peut pas vivre de ce type de sport. C'est ça. Au JO, faut pas oublier que la moitié des athlètes français sont au RMI quand même. Oui, bien sûr. Déjà. Au RSA, pardon. Mais Michael, je veux dire, ça parle de même. C'est la moitié des représentants des athlètes qui sont allés à Rio sont au RSA. Et à un moment, c'est pas Mustapha. Deux réflexions. La première, le môme, il aime ça. Donc déjà qu'il fasse ça et qu'il ne fasse que ça et qu'il ne pense qu'à ça. Après tout, ça reste une passion. Donc on commence dans une passion. À un moment donné, si l'idée c'est de se dire est-ce que ma passion va m'apporter du fric ou pas, je ne pense pas que ce soit la question qui se pose. Donc il continue d'une part. Et d'autre part, à un moment donné, c'est est-ce que tous les sports rapportent du pognon ? C'est-à-dire que les pubs vont aller où c'est le plus visible,
ou c'est bankable, je l'ai entendu tout à l'heure, ou c'est télévisuel, bref. Justement, la question, trottinette, c'est pas assez télévisuel. C'est la question que je pose. C'est-à-dire qu'il y a probablement beaucoup d'argent à gagner à partir du moment où c'est télévisuel, où il y a un public. La télé, c'est de l'image. Donc si l'image est bonne, il en gagnera. Si l'image n'est pas super bonne, il ne sera pas suivi. Mais au moins qu'il continue à aimer et à faire son sport. Aujourd'hui, il y a une facilité de médias quand même. Grâce à Internet, on arrive à avoir des retransmissions de certaines épreuves qui sont beaucoup plus... Moins médiatisé. Voilà, qui sont médiatisés, tout à fait. Mais est-ce que vous avez vu un jour une compétition de trottinette sur Internet ? Non. Donc à partir de là, ça va être super compliqué. C'est émergent, je pense. C'est émergent. Il y a une fédération quand même ? Oui, il y a une fédération. Émergent et les gamins. Non, mais ça fait longtemps qu'on en fait de la trottinette dans la rue, d'accord. Non, mais ça fait déjà un moment qu'on envoie des trottinettes. Moi, les premières trottinettes de street que j'ai pu voir, c'était à l'époque où je faisais du roller, puisque ce sont des sports de glisse. Ouais, le roller, et moi, je faisais du roller de vitesse, donc pas de figure ni rien, mais du roller de vitesse. Et donc, je parle de ça fait déjà plus d'une dizaine d'années. Et donc, si ça avait dû percer à un moment ou à un autre, ce serait déjà été le cas. Les effets de mode, ça devient aussi beaucoup plus rapide. En moyenne, j'ai l'impression que l'évolution de ce gamin, ça sera vers un autre sport extrême. Il commence par le. Voilà. En moyenne, un rider, je parle un rider, c'est-à-dire quelqu'un qui peut faire du skateboard, qui peut faire du cheval également. Qui peut faire du surf. Un rider peut toucher à 1 500 € par mois en moyenne, avec ce que l'on appelle les prize money, c'est-à-dire les gains qu'on touche en fonction des performances qu'on fait pendant une compétition. 1 500 € finalement, la moyenne, c'est rien du tout, Hélène. Non, c'est vrai. C'est compliqué. Surtout qu'une carrière, c'est entre 15 et 30 ans. Ça dépend des sports. Le surf, on peut aller peut-être un peu plus loin. Oui, et puis je pense que de toute façon, il faut quand même un super niveau pour pouvoir déjà espérer toucher une somme par rapport à ses résultats. Aujourd'hui, le seul skater qu'on connaît tous, c'est Tony Hawk. Voilà, point barre. Et le seul rollerman que l'on connaît... Non, c'est Oka, mais ouais, ça commence pareil, non. Et le seul rollerman que l'on connaît dans les sports extrêmes. Ah, connais pas. Vous connaissez pas ? Non. Pourtant, il est français. Et son nom ne reviendra pas. Il a sauté la Tour Eiffel. Ty Chris. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors en tout cas, dans le top 5 justement des riders les plus riches au monde, on retrouve Tony Hawk, qui est le skater qui avait gagné en 2008, parce qu'il était très connu à l'époque, 12 millions €. Il y a le snowboarder Shaun White avec 9 millions €, ou encore Kelly Slater qui gagnait chaque année entre 3 et 5 millions €. C'est pareil, pourquoi est-ce qu'on le connaît ? C'est parce que c'est un surfeur et qu'il est resté pendant des années. Donc c'est possible. Mais oui, bien sûr, mais... Il y a toujours une escalade dans la performance et le truc visuel. Si l'industrie suit, oui, mais les planches, c'est parce qu'elles ont été vendues. Puis il faut être beau. Je ne sais pas s'il y a un marché de la trottinette, je ne sais pas s'il y a une visibilité de la trottinette. Il y a peut-être une visibilité peut-être au niveau loisir, peut-être, Mustapha. Probablement, tout simplement. Voilà. Et donc l'industrie peut s'y intéresser. Et s'il y a beaucoup de clients. En plus, il a eu toute l'intelligence marketing. Voilà, je veux dire, Quicksilver, aujourd'hui, c'est énorme, quoi. Donc, vous êtes fan, Yannick Jarier. Dans le classement des sportifs les mieux payés au monde, il y a des sports extrêmes et des sports automobiles. Il y a notamment les sports motorisés comme la Formule 1 ou la MotoGP qui sont des sports extrêmes, on peut le dire, dans un autre domaine, mais motorisés. Là, on voit Lewis Hamilton qui a par exemple gagné 30 millions €. La visibilité, c'est pas quand même. Tout le monde a une bagnole. Ça fait 100 ans que tout le monde est enfermé chez soi quand il y a un Grand Prix. Tout le monde rêve quand on est devant un Grand Prix. Là, il y a un recul. Pas tous en même temps. Il faudrait juste qu'on vende beaucoup plus de trottinettes, autant qu'on vende bagnoles chez Mercedes ou chez BM. Mais c'est vrai que c'est lié à ça. C'est lié à une industrie. Il y a des ventes au bout et c'est lié à de la visibilité. Voilà. Un sport extrême que j'adore, c'est le base jump. Le base jump. C'est-à-dire ? Vous partez d'un point X ou Y, les mecs sautent, point barre. Et ils arrivent en bas. Et donc, avec un parachute. Avec les ailes, c'est un autre truc. Mais base jump, c'est plutôt sauter du haut de la tour Montparnasse ou d'une tour. Il y a le wingsuit aussi. Voilà, mais de certains ponts. Mais bon. Mais attention, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue. Mais les mecs arrivent à vivre, pourquoi ? Parce qu'ils vendent des images maintenant.
Les mecs arrivent en vivre parce qu'ils De vendent toute des façon, images. on va de plus en plus dans l'exceptionnel Donc, et ils dans, vendent, bien sûr. Donc, ils dans la vendent un performance. Mais bien sûr. Je pense que ce sont les les sports images. extrêmes, ils vont évoluer et j'en suis. Les surfeurs font des choses avec la neige maintenant et ils passent ils ne le ride plus autant que dans la poudreuse comme vous pouvez le faire avant. Ils explorent des spots et ils ont ils font des montages, c'est juste énorme. Et derrière, Merci la GoPro aussi. et voilà, mais bien sûr, les technologies nous permettent sûr, de bien faire sûr. ça. Le plus extrême, ça pourrait être notre astronaute, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet. Donc à un moment donné, il a aussi vendu Ah, je du préfère- rêve et des images. Je préfère. Non mais ça commence à. On n'est pas dans la même L'Autrichien qui avait catégorie. sauté. Mustafa, c'est pour dire qu'on c'est la commence fin à- sur ce Pardon. thème. Mais la cloche. J'ai mis la cloche. C'est le moment de passer à notre rubrique débat dans cette émission Jingle. Dans notre rubrique débat, nous allons parler d'actions caritatives. 18 900 €, c'est la somme récoltée par l'association SOS Gazelle à l'occasion de la 25e édition du T-Break fin mai. Au total, plus d'une cinquantaine de sportifs et anciennes gloires du monde du sport ont répondu présentes au golf de Bêtemont à Poissy. Parmi eux, Sonny Anderson, Nicolas Douchez, Antoine Comboré et Philippe Candeloro. L'ancien tennisman Yannick Noah vient aussi régulièrement participer à l'événement. Au programme des défis sportifs et une vente aux enchères avec de prestigieux lots comme le maillot du prodige Kylian Mbappé ou encore de Marco Verratti. Cela a permis de récolter donc des fonds pour financer 2 projets, celui de l'accompagnement de jeunes talents franciliens et la finalisation d'un centre polyvalent au Sénégal. La question sur ce thème, les sportifs ont-ils le devoir de participer à des œuvres caritatives? Les sportifs ont-ils le devoir de participer à des œuvres caritatives? Devoir, j'insiste là-dessus. Je vois. Raoul? Moi, je dis vert. Ouais, moi j'ai envie de mettre oui aussi quand même. Voilà. Je pense qu'on a une Mais responsabilité. c'est la notion de devoir qui est un Voilà, peu. on fait un on petit est duel pas- on est entre pas vous et Mustapha pour son jubilé. Allez. Allez, Mustapha. Non, il n'y a pas de devoir à participer à quoi que ce soit. Ils ont un devoir de faire en sorte que leur sport, qu'ils aient un plaisir dans leur sport d'abord, qu'ils aillent le plus loin possible, parce que par définition, ils sont compétiteurs. Et pour certains, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas ce devoir de retour. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Souvent, on me dit pourquoi un tel qui vient du club, pourquoi un tel n'a pas donné de l'argent au club. Moi, j'ai toujours considéré qu'ils faisaient leur carrière et qu'ils ne devaient rien à personne. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ils n'ont pas à devoir le faire ou à devoir donner à qui que ce soit. Maintenant, ça paraît tellement intrinsèquement lié au sport. On parlait tout à l'heure de l'entreprise. On parlait tout à l'heure du sport et des valeurs que ça engendre et qu'on transmet. C'est celle du partage. C'est celle de la solidarité. Donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer aisément que ça soit surtout dans le sport, qu'on puisse trouver un maximum de gens qui soient dans le caritatif, dans le don, dans la générosité. Mais le fait de devoir, non, mais que ça soit finalement un réflexe pour eux, ça me va bien. Et puis une dernière chose, ce qui me gêne un peu, c'est l'idée selon laquelle on redore son image par le caritatif. C'est-à-dire que de plus en plus maintenant, on se sent un peu obligé, cette fois-ci c'est pas un devoir, mais on se sent obligé de se montrer dans des œuvres caritatives pour montrer qu'on a une image, celle qu'on veut donner. Donc ça me gêne qu'on soit obligé de le faire, ça me gêne qu'on doive le faire, donc une fois pour l'image et une fois parce qu'on a récupéré de l'argent. Et en même temps, c'est tellement ce qu'on transmet comme valeur que ça serait bien qu'ils le fassent, voire sans le dire. Hélène, Mais je rejoins complètement. Moi, j'ai dit oui, mais je rejoins complètement ce qu'il dit. Ça ne doit pas être une notion de devoir ou d'obligation ou de je le fais pour obtenir quelque chose ou pour qu'on me voie ou pour que ça donne telle impression. Mais c'est plus j'aime mon sport, je peux peut-être faire quelque chose pour que et j'apporte une contribution qui n'est pas forcément une contribution financière. Tout le monde, un sportif n'a pas forcément à donner ses gains, mais des fois, on peut défendre des causes avec en faisant finalement peu de choses, juste en se montrant présent, plutôt dans ce sens-là. Le devoir, pas l'obligation, mais le devoir. Ils ont quand même, finalement, Yann qui a raison, qui a tort, même s'ils se rejoignent. Il y a quand même peut-être une notion de notoriété, un petit peu comme les acteurs. Tu veux dire qu'on n'a pas été complet? Ouais, voilà. Oui, tout à fait. Il y a 2 choses que j'ai notées. Il faut déjà, première chose... Il y a une notoriété, en tout cas, comme les acteurs, comme les personnalités politiques. Moi, je dis qu'il faut qu'ils en aient envie. Première chose. Parce que on entend et on voit régulièrement des athlètes qui sont appelés à intervenir au sein d'entreprises, et puis une fois qu'ils ont fait leur intervention X ou Y, les mecs disparaissent. Et ils n'y prennent aucun plaisir. Et ça se ressent
dans ce qu'il dégage. Et donc pour moi, voilà, si on a l'envie de le faire, il faut le faire. Si on n'a pas envie, il ne faut pas se forcer. Et c'est pas parce qu'il y a un chèque de X ou... alors quand c'est du caritatif, c'est pas le but n'est pas de prendre un chèque, mais quand ils vont en entreprise, parfois c'est pour prendre un chèque. S'ils n'ont pas envie de le faire, il ne faut pas qu'ils le fassent, parce que derrière, ce ne sera que du négatif ce qu'ils vont dégager. Je pense que ça se verra, oui, voilà. Ça se verra, bien sûr, ça va se voir, ça va se transpirer. Et donc, c'est la seule chose que je trouve, voilà, qu'il faut, quand on défend une cause, il faut que ce soit, il faut qu'on ait compris la cause aussi, il faut qu'on ait compris l'objet de l'association qu'elle défend, et chose que les athlètes ne sont pas toujours, ce n'est pas toujours le cas pour tous les athlètes. Raoul, il y a quand même une notoriété quand même, hein, chez les sportifs. Voilà, Messi, Ronaldo seraient connus par plus de 90% de la planète, ce sont les études. Voilà, un footballeur comme Ronaldo, il y a 100 millions de fans sur Facebook, 85 millions pour le basketteur LeBron James. La responsabilité qu'ils ont par rapport à l'image et à l'identification de la jeune population. Il y a une notoriété qu'ils peuvent utiliser au profit des plus démunis. Je suis opposé aux 3 là, moi. Parce que même si effectivement, quand on est devenu un grand champion, on en est le premier contribuable, ça c'est sûr, c'est le fruit de nos efforts. C'est pas vrai, on s'est jamais construit tout seul. Il y a forcément soit le pays pour lequel on représente, un contribuable, il y a quelqu'un qui nous a tendu la main quelque part pour que ça soit possible. On ne s'est jamais fait tout seul, ça n'existe pas. On ne se fait pas tout seul avec ses 2 mains, jamais. Donc à un moment donné, il y a quelqu'un ou quelque chose ou un organisme qui a donné pour qu'on puisse le faire. Et moi je pense que le devoir, il a terminé à ce moment-là. Donc pour moi, oui, c'est un devoir de transmettre ces valeurs-là, parce que à un moment donné, il y a des gens qui ont misé sur nous à un moment où c'était utile pour nous que ça soit fait. Donc pour moi, c'est rendre l'appareil de le faire, et c'est prendre ses responsabilités de représentant de la nation quand on parle des grands champions, que de faire ces choses-là. Moi, je pense que c'est inadmissible. Enfin, il faut passer par là. C'est pas tout à fait la question que j'avais comprise. Hein. Moi, j'avais compris, est-ce que les sportifs, de par leur notoriété et leur image, doivent-ils... C'est bientôt la fin de l'émission. Non, moi je pense que c'est le fait de rendre. Mais c'est. On va rester sur un débat qui sera terminé. Non, là, c'est l'image. Mais non, mais l'image d'un grand sportif au travers de ce sport, c'est l'obligation qu'il a de caritatif, c'est-à-dire. Non, on parle plus. On peut pas finir là-dessus. Non, on peut pas dire la même chose. On 56, on arrive à 56 minutes d'émission. Doivent-ils donner à des associations caritatives? C'est de ça dont on parlait tout à l'heure. Ils ne doivent pas, pour moi, ça devrait être naturellement. Que ça doit venir naturellement d'eux, mais qu'ils doivent le faire. Non. Mais là, on parle d'autre chose. Un grand sportif de haut niveau, quand il représente la France, il représente la France. Il a le devoir de bien la représenter. Bien sûr. On parle plus de la même chose. Merci Moustapha. Merci Raoul. On est obligé de terminer l'émission. C'est le timing de l'émission qui veut ça. C'est la fin. On en parlera la prochaine fois des sabres laser à Voisins-Bretonneux. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le jeudi 22 juin pour un nouveau numéro de Si on parlait sport. À bientôt sur TV Fil 78.